Dans les rues pluvieuses du quartier d'affaires de Blois, une enfant de 7 ans mène une course effrénée. Poursuivie par la silhouette inquiétante d'un homme au manteau sombre, Thierry, qui cherche à la capturer, elle est au bord de la panique. Son regard affolé croise celui d'un riche homme d'affaires, Stéphane Dubois, qui s'apprête à monter dans sa somptueuse berline. Dans un souffle urgent, elle implore « Monsieur, je vous en supplie, prétendez être mon père. L'homme qui me pourchasse veut me faire du mal. » Quand Stéphane se retourne et aperçoit la figure menaçante se rapprocher, un instinct protecteur s'éveille en lui. La pluie s'abattait sur l'asphalte du centre des affaires avec une violence impitoyable, creusant des rigoles éphémères qui se jetaient dans les caniveaux, tandis que des cadres en costume se hâtaient de trouver refuge sous des porches ou des parapluies de marque. L'arôme puissant du café, s'échappant des portes des cafés, se mariait à l'odeur âcre du bitume détrempé, composant la symphonie sensorielle si particulière des fins d'après-midi de vendredi pluvieux. Chloé, elle, fendait la foule, ses petits pieds nus martelant les flaques glacées. À seulement 7 ans, elle possédait une intelligence déconcertante pour les adultes et un don quasi surnaturel pour déchiffrer les âmes en un simple regard, en une analyse de geste. Mais en cet instant, toute son acuité était focalisée sur une seule et unique urgence, se dérober à Thierry, l'homme au manteau sombre, qui la traquait depuis plus de 10 rues. Son cœur cognait dans sa poitrine avec une telle force qu'il couvrait le vacarme de la pluie et du trafic. À chaque angle de rue, une lueur d'espoir naissait, celle de l'avoir enfin distancé. Mais un regard furtif par-dessus son épaule suffisait à anéantir cet espoir, il était toujours là, sa démarche résolue, son regard de prédateur rivé sur elle, sa proie. Chloé avait appris à flairer le danger. La rue avait été son école, une enseignante sévère qui lui avait appris à décrypter les signaux invisibles pour le commun des mortels. Et cet homme, Thierry, exsudait une aura de malveillance si intense qu'elle en avait la chair de poule. Ce n'était pas seulement son allure sinistre ou sa poursuite acharnée, mais une noirceur plus profonde, une abomination qu'elle percevait à distance. C'est alors qu'elle le vit. Un homme d'une élégance impeccable, costume parfait, cravate de soie, se dirigeant vers une berline de luxe stationnée le long du trottoir. Sa posture, droite et assurée, respirait l'autorité et la sécurité. Dans un élan de désespoir, Chloé prit sa décision. Stéphane Dubois n'aurait jamais pu imaginer qu'un banal après-midi de travail deviendrait le pivot de son existence. À 42 ans, son empire financier reposait sur 3 piliers, un contrôle absolu, une discipline de fer et un isolement émotionnel savamment orchestré. Sa vie était une mécanique de précision, ses émotions un territoire sous haute surveillance, ses relations humaines tenues à une distance respectable pour ne jamais ébranler l'édifice de sa stabilité. Quand il sentit le contact glacial de petits doigts sur la manche de son costume, Stéphane se retourna, l'agacement au bord des lèvres, prêt à éconduire un énième solliciteur. Mais son regard plongea dans 2 grands yeux terrifiés, et son irritation s'évanouit. « S'il vous plaît, monsieur », la voix de Chloé n'était qu'un tremblement, un murmure de peur et de froid. « Prétendez être mon père. L'homme qui me suit veut me faire du mal. » Stéphane resta interdit. Son cerveau, analytique et pragmatique, moulina l'information. Une enfant inconnue. Probablement une ruse, une tentative de manipulation sentimentale. Mais en suivant le regard paniqué de la fillette, il vit l'ombre de Thierry grandir sur le trottoir, et un instinct primal, un besoin de protection, submergea sa logique. Le poursuivant, la quarantaine, le visage buriné de cicatrices, possédait des yeux vides de toute humanité. Sa démarche était celle d'un homme qui n'a jamais connu le refus. Un frisson glacial parcourut l'échine de Stéphane, la menace était palpable, réelle. Sans une seconde de réflexion, il souleva Chloé dans ses bras, stupéfait par sa légèreté, sa fragilité. Il affronta le regard de Thierry avec toute l'autorité que des années à la tête de son entreprise lui avaient conférée. Son regard était un message sans équivoque, cet enfant est désormais sous ma protection. Thierry marqua un temps d'arrêt, analysa la nouvelle configuration. Puis, lentement, il fit demi-tour et se fondit dans la foule, une ombre sinistre s'évanouissant dans la pénombre. Chloé s'effondra en sanglots contre l'épaule de Stéphane, son petit corps secoué de spasmes de soulagement et d'épuisement. « Il a failli m'avoir », sanglota-t-elle. « Merci, monsieur, merci de m'avoir sauvé. » Stéphane resta pétrifié, le poids de cette petite vie entre ses mains, conscient qu'une faille venait de s'ouvrir dans sa forteresse si soigneusement érigée. Une question simple mais vertigineuse tourbillonnait dans son esprit, et maintenant ? Il demeura immobile sous l'averse pendant de longues minutes, berçant Chloé jusqu'à ce que ses sanglots s'apaisent.
Son costume hors de prix était ruiné, mais pour la première fois depuis une éternité, l'apparence était le cadet de ses soucis. L'acte de protéger cet enfant avait ravivé une flamme qu'il croyait éteinte, enterrée sous les décombres des trahisons et des déceptions du monde des affaires. « Où sont tes parents » demanda-t-il d'une voix adoucie, en écartant une mèche de cheveux de son visage. Chloé leva vers lui un regard d'une maturité saisissante. Un regard qui semblait porter le poids d'une vie entière. « Je n'ai pas de papa, dit-elle d'une voix fluette mais ferme. Et maman ? Maman a disparu, il y a plusieurs semaines. Depuis, cet homme me traque dès que je vais dans des endroits animés. La brutalité de cette confession le frappa de plein fouet. Son esprit cartésien s'emballa, où dort-elle ? Comment mange-t-elle ? Pourquoi les services sociaux n'interviennent-ils pas ? Mais son cœur, cette relique oubliée, posait une question bien plus essentielle, comment une enfant si jeune peut-elle survivre seule ? Viens, sortons de cette pluie, dit-il en lui ouvrant la portière. Il faut que je comprenne ce qui t'arrive. Chloé marqua une hésitation avant de pénétrer dans l'habitacle luxueux. Son regard balaya le cuir, les écrans numériques, l'aura de sanctuaire qui se dégageait de cet espace confiné. Vous ne me livrerez pas à eux, hein ? Demanda-t-elle avec une vulnérabilité qui lui tordit les entrailles. À qui ? Il enclencha le chauffage, notant ses frissons. Aux gens qui travaillent pour lui, expliqua-t-elle en se blottissant sur le siège. Ils me retrouvent toujours dans les lieux officiels, les foyers, les commissariats. C'est pour ça que je ne peux pas y aller. Ils ont des complices partout. Son analyse de la situation était d'une lucidité glaçante. Stéphane comprit qu'il n'avait pas affaire à une simple enfant des rues, mais à une survivante dotée de compétences extraordinaires. Comment peux-tu savoir tout ça ? S'enquit-il, intrigué. Elle tourna son regard vers la fenêtre, vers le balai des passants sous la pluie. Quand tu vis dans la rue, tu apprends à être une oreille. Les adultes croient que les enfants sont sourds et muets, alors ils parlent sans filtre. Je sais des choses sur des gens très importants ici. Il y avait dans sa voix une intonation qui lui donna la chair de poule. Quel genre de choses ? Celle que ma mère m'a appris à voir. Elle se tourna vers lui, ses yeux brillant d'une lueur intense. Elle était journaliste. Elle disait que le pouvoir des méchants vient du fait que personne ne les regarde. Alors elle m'a appris à tout regarder. Stéphane gara sa voiture devant un bistrot chaleureux et discret, un de ses havres de paix. L'endroit idéal pour une conversation à cœur ouvert. Ta mère travaillait sur un sujet précis avant de disparaître ? Chloé acquiesça solennellement. Elle avait déterré des secrets terribles sur des gens que tout le monde admire. Elle disait qu'une fois toutes les preuves réunies, le monde entier saurait. Et puis, plus rien. C'est là que cet homme a commencé à me chercher. Le lien était évident, et terrifiant. Stéphane réalisait qu'il venait de mettre le doigt dans un engrenage bien plus vaste et dangereux qu'il ne l'avait soupçonné. Sais-tu où ta mère pourrait être ? Elle m'a dit que si le pire arrivait, je devais trouver quelqu'un de confiance pour lui remettre des choses qu'elle avait cachées. Chloé extirpa de sa poche une petite clé dorée. Mais je ne sais pas qui est cette personne. Tous les adultes que j'ai rencontrés m'ont déçu ou trahi. Le regard de Stéphane se posa sur la petite clé, symbole d'un destin qui venait de basculer. Lui qui avait toujours fui les attaches émotionnelles, les complications qui menaçaient son univers contrôlé, se retrouvait avec la vie d'une enfant courageuse et brillante entre les mains. Ce sentiment de responsabilité était à la fois effrayant et étrangement libérateur. Chloé, sa propre voix le surprit par sa fermeté. Je ne sais pas encore où tout cela nous mènera, mais je te fais une promesse, tant que tu seras avec moi, personne ne te touchera. Elle le sonda de son regard perçant, comme pour lire au plus profond de son âme et s'assurer de sa sincérité. Finalement, elle hocha la tête. D'accord. Mais il faudra être très prudent. Ils sont bien plus rusés qu'on ne le pense. Stéphane était loin d'imaginer à quel point ses paroles étaient prémonitoires. 3 jours s'étaient écoulés. 3 jours qui avaient suffi à dynamiter l'existence méticuleusement ordonnée de Stéphane. Chloé avait investi la chambre d'amis de sa cossue maison de campagne en Touraine, mais sa présence irradiait bien au-delà. Au petit déjeuner, Stéphane la regardait, fasciné, analyser le moindre passant depuis la fenêtre. L'homme en costume bleu, dit-elle en croquant dans un croissant. Il a regardé la maison 3 fois en 5 minutes. On ne regarde pas une maison comme ça par hasard.
Cette remarque poussa Stéphane à se lever et à observer discrètement. L'homme en question semblait effectivement en surveillance, masquant son attention en simulant une conversation téléphonique. « Comment as-tu vu ça » demanda-t-il, épaté. « Maman m'a appris que les gens normaux regardent devant eux, pas là où sont les autres, expliqua-t-elle simplement. Quand quelqu'un fait le pied de grue sans raison visible, c'est qu'il a une raison cachée. Un frisson parcourut Stéphane. Si elle avait raison, ils étaient repérés. Il appela aussitôt Jean-Luc, son chef de la sécurité, un ancien gendarme en qui il avait une confiance absolue. « Jean-Luc, il faut que tu enquêtes sur un homme qui surveille ma propriété, lui expliqua-t-il, décrivant le suspect. Et fais-le toi-même, sans alerter le reste de l'équipe. » En attendant Jean-Luc, Chloé le surprit une nouvelle fois. « Vous avez un associé qui sent très fort un parfum cher et qui nettoie ses lunettes quand il est nerveux. » Nicolas. « Comment le connais-tu » Stéphane était déconcerté. Il a appelé 3 fois hier. Chaque fois que je décrochais par accident, il raccrochait. Elle pencha la tête. Et ce matin, pendant votre douche, il a rappelé. Je l'ai entendu parler à quelqu'un avant qu'il ne se rende compte que j'étais là. L'estomac de Stéphane se noua. Qu'est-ce que tu as entendu ? Il disait que Stéphane est bizarre en ce moment et qu'il fallait savoir ce qu'il cache avant qu'il ne soit trop tard. Chloé récita les mots avec une précision photographique. Puis il a compris et a coupé court. La nouvelle le foudroya. Nicolas Lefebvre, son associé depuis 15 ans, son plus proche confident en affaires, son frère de cœur. L'idée même de son implication était un séisme. Jean-Luc arriva 2 heures plus tard, porteur de nouvelles alarmantes. Patron, l'homme que vous avez vu n'est pas seul. J'ai repéré au moins 3 autres individus postés à des points stratégiques. Ce sont des professionnels. Et Nicolas ? Demanda Stéphane, s'accrochant à un dernier espoir. C'est plus délicat. Jean-Luc jeta un regard à Chloé. Je peux parler devant elle ? Elle en sait plus que moi, soupira Stéphane. Vas-y. Votre associé a passé plusieurs appels hier vers des numéros que mes sources à la gendarmerie lient à des activités criminelles. Et ce n'est pas tout. Il a engagé un détective privé la semaine dernière pour vous filer, pour noter tout changement dans vos habitudes, toute nouvelle personne dans votre vie. Chloé s'approcha et posa sa main sur celle de Stéphane. Je suis désolée, dit-elle avec une maturité qui le désarmait. Je sais la douleur que c'est de découvrir qu'on s'est trompé sur quelqu'un. Stéphane la regarda, cet enfant extraordinaire, et réalisa qu'elle avait déjà subi des trahisons qu'il ne pouvait même pas concevoir. Sa propre peine lui parut soudain dérisoire, mais la colère qui montait en lui était féroce, une colère qu'il n'avait pas connue depuis des lustres. Jean-Luc, je veux que tu passes au peigne fin les 6 derniers mois d'activité de Nicolas, ordonna-t-il d'une voix blanche. Et renforce la sécurité, mais discrètement. Personne ne doit savoir que nous sommes sur nos gardes. Et s'il cherche à vous joindre ? Pour l'instant, on fait comme si de rien n'était. Mais à partir de maintenant, je ne fais plus confiance qu'à vous deux. Après le départ de Jean-Luc, Chloé retourna à sa fenêtre. Ils sont toujours là, dit-elle calmement. Le costume bleu est parti, mais une femme avec un chien a pris le relais. Elle est là depuis 1 heure. Un chien ne reste pas si longtemps sans bouger. Stéphane comprit que sa parenthèse de tranquillité était refermée à jamais. Chaque décision à venir serait une question de vie ou de mort. Le lendemain matin, Chloé se leva avec une résolution nouvelle. Au petit déjeuner, elle faisait rouler la petite clé dorée entre ses doigts, absorbée dans des pensées qui semblaient trop lourdes pour ses frêles épaules. « Je crois savoir où maman a caché les preuves, dit-elle enfin, levant les yeux vers lui. Cette nuit, j'ai rêvé d'elle, et une de ses phrases m'est revenue, les meilleures cachettes sont celles qui sont sous nos yeux. Stéphane posa sa tasse, captivé. Il avait appris à accorder une importance capitale aux paroles de Chloé. Son sens de l'observation et sa mémoire étaient phénoménaux. Si un souvenir lui était revenu, il était forcément crucial. Maman avait un endroit fétiche au parc communal de Blois, où nous allions chaque dimanche, poursuivit Chloé, les yeux brillants. Il y avait un vieux chêne avec une cavité dans le tronc. Elle s'amusait à y cacher des petits trésors pour moi. Mais une fois, elle y a caché quelque chose de vraiment important. Elle appelait ça notre coffre-fort secret. Tu penses qu'elle y a laissé les preuves ? Demanda Stéphane,
partagée entre l'espoir et l'angoisse. Chloé acquiesça avec une certitude inébranlable. La clé est trop petite pour une porte, mais elle est parfaite pour une petite cassette en métal, du genre de celle où on garde des papiers importants. Stéphane alerta Jean-Luc. Moins d'une heure plus tard, ils étaient en route pour le parc, prenant 1000 précautions. Jean-Luc avait changé de voiture et emprunté des chemins détournés, l'œil aux aguets. Le parc était paisible en ce mardi matin. Quelques retraités, des mères avec leurs poussettes. Chloé les guida vers une zone plus isolée, où des arbres centenaires conféraient au lieu une atmosphère de sanctuaire. C'est lui, dit-elle en désignant un chêne majestueux. Maman disait qu'il était le gardien des secrets. En s'approchant, Stéphane remarqua la cavité, presque invisible pour un œil non averti. Chloé y glissa sa petite main et, après quelques instants, son visage s'illumina. C'est là, murmura-t-elle en retirant une petite boîte métallique étanche. La clé dorée tourna dans la serrure avec un déclic satisfaisant. À l'intérieur, des documents sous pochette plastique, des photos, une clé USB, et une lettre pour Chloé. Stéphane sentit ses mains trembler en lisant la lettre à voix haute. Ma Chloé chérie, si tu lis ces mots, c'est que le pire m'est arrivé. Les preuves contenues dans cette boîte exposent un réseau de corruption impliquant les plus hautes sphères de notre ville. Ils exploitent des enfants vulnérables via des institutions censées les protéger. Ne fais confiance qu'à une personne qui te témoignera un amour sincère, et remets ces documents aux autorités intègres dont la liste est jointe. Les documents étaient un réquisitoire accablant. Des associations caritatives servant de paravent. Des photos de rencontres secrètes entre des notables et des figures du grand banditisme. La clé USB contenait des enregistrements de conversations explosives. C'est incroyable, souffla Stéphane. Ta mère a mis au jour un scandale d'État. Pas étonnant qu'il veuille la faire taire. Et toi avec. Chloé pointa une photo où l'on voyait Thierry, l'homme au manteau, en grande discussion avec un élu local. C'est pour ça qu'il me suit, dit-elle d'une voix éteinte. Ils savent que maman m'avait mise au courant. Jean-Luc, resté en retrait, s'approcha, le visage tendu. On n'est plus seul. 2 hommes viennent d'entrer dans le parc et ils viennent droit sur nous. Stéphane referma la boîte et la confia à Chloé. Il faut filer. Mais en se retournant, ils virent que les 2 hommes leur coupaient la retraite. Chloé, réactive, désigna un sentier dérobé à travers un bosquet touffu. Par là, chuchota TL. Maman m'a montré toutes les issues de secours du parc. En s'enfonçant dans les bois, Stéphane prit la pleine mesure de la situation. Il n'était plus un simple protecteur, mais le détenteur de preuves capables de faire imploser un système. Cela faisait d'eux des cibles prioritaires. Une question angoissante le taraudait, combien de personnes étaient prêtes à tuer pour que ces secrets le restent? Leur fuite du parc avait été un succès, mais Stéphane savait que ce n'était qu'un répit. De retour à la maison de campagne, le trio examinait les preuves. Chaque pièce du puzzle révélait une toile de corruption plus vaste et plus profonde qu'il ne l'avait imaginée. Regardez, dit Jean-Luc, pointant une feuille de calcul. Ces virements suspects transitent par plusieurs sociétés écrans, et l'une d'elles, il s'interrompit, blême. Quoi? Demanda Stéphane. L'une de ces sociétés est une filiale de votre groupe. Jean-Luc lui tendit le document. Celle que Nicolas gère en toute autonomie. Un silence de mort s'installa. Stéphane sentit le sol se dérober. Nicolas n'était pas un simple curieux, mais une pièce maîtresse du réseau qui pourchassait Chloé. Chloé, avec son incroyable empathie, sentit son désarroi. Je suis désolée, dit-elle doucement. Je sais comme ça fait mal de réaliser que la confiance a été trahie. Comment peux-tu être si lucide à ton âge? Demanda Stéphane, entre admiration et tristesse. Quand on perd ce qu'on aime, on apprend vite à voir qui tient vraiment à nous, répondit-elle avec une maturité poignante. Maman disait que le vrai visage des gens se révèle quand ils se croient à l'abri des regards. Le téléphone de Stéphane sonna. C'était Nicolas. Stéphane croisa le regard de Jean-Luc et de Chloé, qui l'encouragèrent d'un signe de tête. Il décrocha, mettant le haut-parleur. Stéphane, où es-tu? La voix de Nicolas était tendue, presque paniquée. Il faut que je te parle. Il y a de gros soucis à la boîte. Quels soucis? Stéphane s'efforça de garder une voix neutre, malgré son cœur qui s'emballait. Pas au téléphone.
Viens au bureau tout de suite, c'est capital. Chloé lui fit signe que non, son expression grave. Jean-Luc non plus n'aimait pas cette insistance. J'ai des affaires personnelles à régler aujourd'hui, répondit Stéphane. Demain? Stéphane, ça ne peut pas attendre. L'énervement de Nicolas était palpable. Des investisseurs posent des questions sur certaines transactions, j'ai besoin de ta signature pour calmer le jeu. La mention des transactions fut un signal pour Stéphane et Jean-Luc. C'était précisément le type de mouvement qu'ils avaient identifié. Quelle transaction? Demanda Stéphane, pour le pousser dans ses retranchements. Un long silence. Des opérations de routine sur la filiale. Rien de grave, juste des régularisations comptables qui nécessitent ton aval. Chloé griffonna sur un papier, il ment. La vérité n'a pas besoin de tant de justification. Nicolas, je regarderai les documents ce soir et on en reparle demain, trancha Stéphane. Stéphane, tu es vraiment bizarre en ce moment. La frustration de Nicolas était à son comble. C'est à cause de cette gamine que des employés disent avoir vu avec toi? Le sang de Stéphane ne fit qu'un tour. Comment Nicolas était-il au courant? Et qui étaient ses employés informateurs? Je ne vois pas de quoi tu parles, mentit-il, sous le regard inquiet de Chloé. Écoute, Stéphane, je sais que tu as bon cœur, mais traîner avec des enfants des rues, c'est dangereux. Ils sont souvent mêlés à des histoires sordides. Le mieux serait de la confier aux services compétents. La suggestion fit reculer Chloé, la peur dans les yeux. Une rage protectrice envahit Stéphane. Nicolas, je dois te laisser. On se parle demain. Stéphane, nracre. Il coupa la communication, les mains tremblantes de colère et de déception. 15 ans d'amitié, de confiance, réduits en cendres. Il va tenter de vous coincer, analysa Jean-Luc. L'animal blessé est le plus dangereux. Chloé, à la fenêtre, reprit son rôle de vigie. Il y a encore plus de voitures suspectes qu'avant, dit-elle calmement. Et je reconnais un des types du parc. Stéphane réalisa que les taux se resserraient. Nicolas n'était pas qu'un traître, mais le chef d'orchestre local de toute l'opération. Et maintenant, il savait qu'il détenait les preuves de sa chute. La guerre était déclarée, et Stéphane ignorait l'étendue des forces ennemies. L'après-midi s'étira dans une atmosphère de tension extrême. Postée à la fenêtre, Chloé était devenue leur système d'alerte précoce, rapportant le moindre mouvement suspect. Stéphane comprenait mieux comment elle avait pu survivre seule. La voiture bleue a bougé 3 fois en 1 heure, annonça TL. Et la femme au café d'en face n'a toujours rien commandé. Elle fait semblant d'être sur son téléphone, mais elle nous regarde. Jean-Luc revint de ses investigations, le visage sombre. Patron, c'est pire que ce qu'on pensait, dit-il, incluant Chloé dans la conversation, devenue un membre à part entière de leur cellule de crise. Nicolas n'est pas un simple pion, il est le grand argentier du réseau dans la région. C'est-à-dire? Demanda Stéphane, redoutant la réponse. Les transactions prouvent qu'il a détourné des millions de l'entreprise ces 3 dernières années. Cet argent a servi à corrompre des fonctionnaires, à financer leurs opérations, et à payer les hommes qui vous traquent. Chloé quitta son poste. Donc, il volait monsieur pour payer ceux qui veulent me faire du mal. La simplicité de son résumé souligna l'ironie tragique de la situation. Son propre argent finançait sa persécution. C'est exactement ça, confirma Théil, un goût de cendre dans la bouche. Le téléphone sonna à nouveau. Numéro masqué. Sur un signe de Chloé, il décrocha. Mieux vaut savoir ce qu'ils ont en tête, avait-elle sagement conseillé. Il répondit. Monsieur Dubois. La voix était glaciale, méthodique. Pas celle de Nicolas. Nous pensons détenir quelque chose qui pourrait vous intéresser. Qui êtes-vous? Demanda Stéphane, tandis que Jean-Luc lançait une tentative de localisation. Disons que je suis un solutionneur de problèmes. Et vous êtes devenu un problème majeur en fourrant votre nez où il ne fallait pas. Chloé s'approcha, l'oreille collée au combiné. Ses yeux s'écarquillèrent, elle avait reconnu quelque chose. Que voulez-vous? Demanda Stéphane, s'efforçant de maîtriser sa peur. La fille, et tout ce qu'elle vous a donné. En échange, vous pourrez reprendre le cours de votre petite vie tranquille. Refusez, et vous disparaîtrez tous les deux.
comme sa mère. Le sang de Stéphane se glaça. Sa mère. Elle est en vie? Pour l'instant, ricana la voix. Mais ça peut changer. Vous avez 1 heure. Rendez-vous à l'entrepôt désaffecté, 847 rue de l'Industrie à Blois. Seul. Avec la fille et les documents. La communication fut coupée. Un silence de plomb tomba sur la pièce. Chloé se mit à pleurer, mais c'étaient des larmes d'espoir fou. Maman est vivante, murmura-t-elle. Je savais qu'elle ne m'aurait jamais abandonné. Stéphane la prit dans ses bras, le poids du monde sur ses épaules. On ne les laissera pas t'avoir, Chloé. On trouvera une solution. Mais si on n'y va pas, ils lui feront du mal. Elle le regarda, une flamme de détermination dans les yeux. Et si on y va, ils nous feront du mal à nous aussi, c'est ça? Jean-Luc acquiesça gravement. C'est un guet-apens. Il ne compte laisser aucun témoin. Chloé essuya ses larmes, sa posture changeant radicalement. Alors, il faut être plus malin. Maman disait toujours que les méchants gagnent seulement quand les gentils ne coopèrent pas. Que proposes-tu? Demanda Stéphane, une fois de plus ébloui par sa lucidité. On va au rendez-vous. Mais pas comme ils le veulent. Elle se dirigea vers la table où étaient étalées les preuves. Et on va se servir de ça d'une façon qu'ils n'attendront jamais. Jean-Luc et Stéphane échangèrent un regard. Cet enfant de 7 ans était en train de monter un plan de contre-offensive. Chloé, dit Stéphane, c'est extrêmement risqué. Tu n'es qu'une enfant. Je suis une enfant qui connaît ces types mieux que vous, répliqua-t-elle sans ciller. Et je suis une enfant qui ne laissera pas sa mère mourir si je peux l'en empêcher. Stéphane la regarda, et il sut qu'elle avait raison. Elle n'était pas une victime à protéger, mais une alliée, une experte de l'ennemi. Le compte à rebours était lancé. Ils devaient prendre la décision la plus importante de leur vie. Chloé disposa les preuves sur la table avec la rigueur d'un stratège. Ses petits doigts triaient documents, photos, notes, tandis que son esprit tournait à plein régime. Stéphane et Jean-Luc la regardaient, fascinés par cet enfant de 7 ans qui élaborait une tactique digne d'un professionnel. Leur erreur, c'est de nous sous-estimer, dit-elle en pointant une série de photos. Ils croient les enfants invisibles. Alors ils se réunissent dans des lieux où les gamins des rues traînent. Comment ça? S'étonna Stéphane. Maman n'a pas pris ces photos au téléobjectif, expliqua Chloé fièrement. Elle m'a appris à utiliser une mini-caméra et m'envoyait là où aucun adulte n'aurait pu aller sans se faire repérer. Je me cachais dans des bouches d'égout, derrière des bennes, dans des chantiers. Jean-Luc vit où elle voulait en venir. Tu connais l'entrepôt du rendez-vous? Chloé hocha la tête. Par cœur. On l'a surveillé pendant des semaines avec maman. Il y a 3 accès secrets qu'ils ignorent, et un réseau de galeries souterraines qui mènent aux égouts. Une lueur d'espoir s'alluma dans le regard de Stéphane. Tu suggères qu'on s'y infiltre? Mieux que ça. Un sourire malicieux illumina son visage. Je suggère qu'on retourne leur plan contre eux. Pendant les 40 minutes qui suivirent, Chloé leur exposa un plan d'une audace et d'une précision qui les laissèrent sans voix. Elle connaissait chaque recoin de l'entrepôt, chaque issue, et surtout, chaque faille de leurs adversaires. Ils croient maîtriser le jeu, expliqua-t-elle en esquissant un plan. Mais maman m'a appris que le vrai maître du jeu, c'est celui qui a la bonne information au bon moment. Et nous l'avons? Demanda Stéphane. Chloé brandit la clé USB. Nous avons bien plus. Nous avons des enregistrements où ils parlent de l'endroit où ils retiennent ma mère. Et je sais exactement où c'est. La révélation fut un choc. Les enregistrements mentionnaient un entrepôt secondaire, pour les marchandises spéciales. Chloé avait tout mémorisé. Sa mère était détenue ailleurs. Le rendez-vous est donc un piège, conclut Jean-Luc. Évidemment, dit Chloé. Mais ils ignorent que nous le savons. Et ils ignorent que nous savons où est vraiment maman. Stéphane la regardait avec une admiration sans borne. Quel est ton plan? Simple, répondit-elle. Opération en 2 temps. Vous et Jean-Luc, vous allez au rendez-vous. Vous restez à l'extérieur et vous faites un maximum de bruit pour attirer toute leur attention. Et toi? Demanda Stéphane, le cœur serré. Moi, je vais à l'entrepôt secondaire libérer maman.
Elle dit cela avec un naturel désarmant. Je connais les passages secrets et je suis assez petite pour passer inaperçue. Hors de question. Stéphane fut inflexible. Je ne te laisserai jamais y aller seule. Elle le regarda avec une patience infinie. Stéphane, vous m'avez sauvé. Laissez-moi sauver ma mère. C'est ça, une famille. Le mot « famille » le toucha en plein cœur. En l'entendant l'appeler par son prénom, parler de famille, il sentit que le mur autour de son cœur venait de s'effondrer. Elle n'était plus une protégée, elle était des siennes. Tu n'iras pas seul, dit-il enfin. Jean-Luc et son équipe s'occuperont de la diversion. Je viens avec toi. Chloé lui offrit un sourire radieux, un sourire enfin libéré de toute peur. Merci de me faire confiance. Jean-Luc consulta sa montre. On a 15 minutes. Vous êtes sûr de votre coup? Stéphane regarda Chloé, qui acquiesça avec une détermination farouche. Certain, dit-il. On va ramener sa mère. En se préparant, Stéphane réalisa qu'il s'apprêtait à vivre la mission la plus périlleuse de son existence, guidé par une enfant de 7 ans, la personne la plus courageuse qu'il ait jamais connue. La nuit avait enveloppé le quartier industriel d'un manteau d'humidité et d'odeur métallique. Chloé se mouvait dans ce décor désolé avec l'aisance d'un animal sauvage, connaissant chaque ombre, chaque cachette. L'entrepôt secondaire est à 3 rues, chuchota TL. On passe par les galeries que maman m'a montrées. Elle le mena à une grille d'égout dissimulée. Avec une dextérité surprenante, elle la souleva et se glissa dans un tunnel étroit. Stéphane la suivit, moins inquiet par l'obscurité que par la folie de cette situation, suivre une enfant de 7 ans dans une opération de sauvetage quasi-suicidaire. « Tu es certaine que ta mère est là ?» demanda-t-il dans le tunnel suintant. « Absolument, répondit-elle. Dans les enregistrements, il parle de garder la journaliste dans le coffre spécial. Maman m'a appris que les méchants utilisent des codes pour parler de lieux qu'ils croient secrets. » Ils débouchèrent dans une cour intérieure cernée de bâtiments décrépits. Chloé s'orienta instantanément et désigna un hangar en meilleur état que les autres. C'est là. Une faible lueur filtrait d'une fenêtre à l'étage. 2 gardes fumaient à l'entrée. La présence de Chloé était justifiée. Comment on entre? Demanda Stéphane. Elle montra une échelle de secours rouillée. Maman m'a appris à monter. Les marches grincent, mais si on appuie sur les coins, près des boulons, ça tient. L'ascension fut un ballet de silence et de tension. Stéphane imitait ses gestes, son rythme, sa respiration. Il comprenait l'origine des incroyables compétences de Chloé. À l'étage, une fenêtre était entr'ouverte. Chloé jeta un œil et son visage s'illumina d'une joie qui serra le cœur de Stéphane. « Elle est là » murmura-t-elle, des larmes de bonheur aux yeux. « Maman est vivante. » Stéphane regarda. Une femme, frêle mais digne, était assise sur une chaise. La ressemblance était frappante, surtout dans le regard, ce même regard intelligent et indomptable. Manon Leroy, souffla Stéphane. La femme sursauta, ses yeux s'écarquillèrent en voyant Chloé. La reconnaissance fut un choc électrique. Elle se précipita vers la fenêtre, les larmes aux yeux. « Chloé, mon enfant. » Sa voix était brisée par l'émotion et des semaines d'isolement. « Comment es-tu arrivée ici? » C'est de la folie. J'ai de l'aide, maman. Chloé était en équilibre sur le rebord. C'est Stéphane. Il m'a protégé de ces hommes. Manon le dévisagea, la gratitude et l'analyse se mêlant dans son regard. Vous êtes l'homme de la rue. C'est elle qui m'a sauvé, rectifia Stéphane. Votre fille est la personne la plus courageuse que je connaisse. Les preuves? Demanda Manon. Vous avez trouvé ma cachette? Chloé lui montra quelques documents. On a tout, maman. Et on a trouvé pire encore. Des notables de la ville sont impliqués. Manon acquiesça. C'est pour ça qu'ils me gardent en vie. Ils savent que si je meurs, l'enquête continuera. Stéphane inspecta la fenêtre. On peut vous sortir de là, mais il faut faire vite. Jean-Luc ne pourra pas les occuper éternellement. Attendez, dit Manon, fouillant la pièce. J'ai d'autres preuves. J'ai réussi à enregistrer des conversations ici. Elle sortit un micro-enregistreur de sa chaussure.
Des noms, des dates, des plans futurs. De quoi tout les faire tomber. Chloé sourit, fière. Je savais que tu n'abandonnerais pas, maman. Tu dis toujours qu'un journaliste ne s'arrête jamais. Des bruits de pas dans le couloir les firent sursauter. Les gardes se rapprochaient, parlant de vérifier la marchandise spéciale. C'est maintenant ou jamais, dit Stéphane, aidant Manon à franchir la fenêtre. Mais en descendant l'échelle, ils comprirent qu'ils étaient repérés. Des cris et des faisceaux de lampes torchées balayaient la cour. Les cris des gardes déchiraient la nuit tandis que le trio dévalait l'échelle de secours. Les faisceaux des lampes torchées les traquaient, et le crépitement des talkie-walkie annonçait l'arrivée de renforts. Par ici, chuchota Chloé, les entraînant dans une autre direction. Je connais un autre passage qu'ils ignorent. Manon la regardait, un mélange de fierté et d'angoisse dans les yeux. Malgré des semaines de séparation, elle voyait à quel point sa fille avait mûri. Tu as beaucoup appris sans moi, dit-elle en lui caressant la joue. J'ai appris qu'il faut parfois être plus courageux qu'on ne le croit, répondit Chloé, les guidant dans une ruelle sombre. Et j'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang, mais ce qui reste quand tout devient dangereux. Stéphane sentit sa gorge se nouer. En une semaine, cet enfant avait redéfini toutes ses certitudes sur l'essentiel. Ils atteignirent l'entrée du tunnel, mais la grille était soudée. Ils ont trouvé notre issue, murmura Chloé, pour la première fois décontenancée. Un autre moyen de sortir ? Demanda Stéphane, les bruits de la traque se rapprochant. Manon, qui avait arpenté ce quartier pendant des mois pour son enquête, scana les environs. Je connais des planques, mais il faut d'abord les semer. Chloé eut une idée. Maman, tu as encore ton sifflet à ultrasons ? Manon sortit un petit sifflet de sa poche. Toujours. Siffle, ordonna Chloé. Les chiens de pistage qu'ils utilisent vont devenir fous. Le stratagème fonctionna à merveille. Les aboiements se muèrent en hurlements de douleur, désorganisant les poursuivants. Profitant du chaos, ils se faufilèrent à travers un dédale de coursives pour atteindre un bâtiment en ruine. Manon connaissait une entrée dérobée menant à une cave aménagée. On peut souffler un peu ici, dit-elle en allumant une lampe de poche, révélant une cache bien approvisionnée. Vous aviez préparé ça ? S'étonna Stéphane. Un journaliste d'investigation a toujours un plan B, expliqua Manon. Chloé se blottit contre sa mère, laissant enfin éclater son soulagement. J'ai eu si peur de ne plus jamais te revoir. Moi aussi, ma chérie. Manon l'embrassa. Mais je te savais assez forte et intelligente pour t'en sortir. Et tu as trouvé une aide précieuse. Stéphane se sentit rougir. C'est Chloé qui m'a appris le vrai courage. Et vous lui avez appris ce qu'est la protection, la famille, observa Manon. Je vois dans ses yeux qu'elle vous fait une confiance absolue. Le téléphone de Stéphane sonna. C'était Jean-Luc. La diversion avait fonctionné, mais maintenant, tous les hommes de main convergeaient vers leur position. Vous avez 10 minutes, pas plus, prévint-il. Et autre chose, Nicolas était au premier entrepôt. En comprenant le piège, il est entré dans une rage folle. C'est lui qui dirige la traque. Nicolas. Manon fronça les sourcils. Nicolas Lefebvre, l'associé de Dubois ? Vous le connaissez ? Demanda Stéphane, stupéfait. Il est sur plusieurs de mes clichés. C'est une pièce maîtresse du réseau. Elle sortit des photos de sa planque. Nicolas n'est pas un simple complice, il est le cerveau financier de toute l'opération. Pour Stéphane, la trahison était totale. 15 ans d'amitié, et Nicolas était non seulement un criminel, mais le chef de l'organisation. Il s'est servi de moi pendant toutes ces années, murmura-t-il, anéanti. Mon entreprise, ma réputation, ma confiance. Tout a servi à financer ce cauchemar. Chloé lui prit la main. Parfois, les gens qui semblent les plus respectables sont les pires, parce que personne ne se méfie d'eux. Manon rassembla toutes les preuves. Nous avons de quoi les faire tomber, mais il faut d'abord s'en sortir vivant. Le bruit des moteurs et des voix se rapprochait. Nicolas et ses hommes les cernaient. On va où, maintenant ? Demanda Stéphane. Chloé et Manon échangèrent un regard complice. Stéphane comprit qu'elles avaient la même idée. On arrête de fuir, dit Chloé avec une nouvelle détermination.
On va se battre. Dans leur refuge précaire, Manon organisa l'ensemble des preuves. Le volume de documents, photos, enregistrements était vertigineux, dessinant la carte d'une corruption systémique. C'est incroyable, souffla Stéphane en découvrant l'ampleur des détournements. Nicolas a siphonné près de la moitié des bénéfices de l'entreprise ces 3 dernières années. Manon pointa des photos de réunions secrètes. Il n'est pas seul. Le maire, des conseillers, le chef de la police, des magistrats. Le réseau a gangrené tous les échelons du pouvoir. Chloé suivait sur une carte les lieux marqués par sa mère. C'est pour ça qu'il n'avait pas peur. Il se croyait intouchable. Croyait ? Releva Stéphane. Croyait, confirma Chloé avec un sourire. Ils n'avaient pas compté sur vous. Et ils ignoraient que je trouverais les preuves. Manon le regarda avec une gratitude infinie. Je ne sais comment vous remercier d'avoir protégé ma fille. Un autre à votre place l'aurait ignoré. L'idée ne m'a même pas effleuré, avoua Stéphane. Dès que je l'ai vue, j'ai su que je ne pouvais pas la laisser seule. Chloé lui prit la main. Vous ne m'avez pas laissé tomber, alors on ne vous laissera pas tomber. On est une famille, et une famille, ça reste soudé. Le téléphone de Stéphane sonna. C'était Jean-Luc. Patron, Nicolas ne veut pas seulement vous éliminer. Il est en train de vous faire porter le chapeau. Il a déjà contacté ses relais en prétendant que vous êtes le cerveau de l'opération et qu'il est le lanceur d'alerte. Comment ? Stéphane sentit un froid glacial l'envahir. Il a fait placer de fausses preuves dans votre bureau, falsifier les registres pour que votre signature apparaisse partout, et retourner certains de vos employés. Manon secoua la tête. C'est une stratégie classique de diabolisation de l'adversaire. Pire, ajouta Jean-Luc. Il a déjà alerté la presse et certaines autorités, se posant en héros qui a démasqué son propre associé. Stéphane se sentit sombrer. Sa vie, sa réputation, son entreprise, tout était en train de s'effondrer. Chloé sentit sa détresse. Il peut mentir, mais nous, on a la vérité. Et la vérité finit toujours par gagner. Comment prouver la vérité s'il contrôle le jeu ? Demanda Stéphane, découragé. Manon sourit. Parce que les journalistes ont toujours une copie de sauvegarde. Et parce que votre fille est plus maligne que tous les criminels réunis. Chloé sortit un petit appareil. Tu te souviens du micro-enregistreur, maman ? J'ai enregistré toutes les conversations suspectes chez Stéphane. Y compris celle où Nicolas avoue tout à un complice. Tu as enregistré ses aveux ? L'espoir renaissait. Mieux que ça. Ses aveux, et le plan pour vous piéger et nous éliminer. Elle brancha l'appareil. La voix de Nicolas emplit la cave, détaillant son plan machiavélique avec une clarté effroyable. Ça change toute la donne, dit Jean-Luc au téléphone. Avec ça, on peut non seulement vous innocenter, mais faire tomber tout le réseau. Manon classa les preuves. Il faut frapper fort et vite. Les autorités locales sont compromises, on ne peut pas leur faire confiance. Que fait-on alors ? Demanda Stéphane. Chloé regarda sa mère avec admiration. On fait ce que les journalistes font de mieux. On balance toute l'histoire au monde entier, d'un seul coup, pour qu'ils ne puissent pas l'étouffer. Une conférence de presse nationale, suggéra Manon, les yeux brillants. Avec diffusion en direct sur tous les canaux. On va créer un tsunami médiatique qu'ils ne pourront pas arrêter. Le plan était audacieux, mais Stéphane savait que sa mise en œuvre serait l'épreuve la plus dangereuse de toutes. À l'aube, le trio finalisait son plan d'attaque. Manon avait mobilisé son réseau de journalistes nationaux intègres. Jean-Luc organisait discrètement leur protection. La conférence aura lieu à 10h, à l'auditorium du Grand Hôtel d'Amboise, annonça Manon. C'est un lieu public, neutre, avec de multiples issues. Nicolas n'y a aucune influence. Chloé, malgré le peu de sommeil, était électrique. Et s'il nous intercepte en chemin ? Jean-Luc et son équipe nous escorteront, la rassura Stéphane. Des anciens de la gendarmerie, des hommes sûrs. Et les preuves ? Demanda Manon. 3 copies, répondit Chloé, méthodique. Une avec nous, une chez un avocat, une dans un coffre. Le téléphone de Stéphane sonna. Nicolas. Pour la première fois,
il décida de répondre. « Stéphane, où es-tu » Sa voix était fébrile. « Ça se complique. La police veut t'entendre sur des malversations financières. » « Quelle malversation » demanda Stéphane, le cœur battant. « Celle que tu as autorisée. » « Écoute, je suis là pour t'aider. Il te faut un bon avocat pénaliste. » « J'ai des noms. » Chloé grimaça de dégoût devant tant d'hypocrisie. « Nicolas, es-tu certain que j'ai autorisé ces transactions » le testa Stéphane. « Absolument. Ta signature est partout. Tu ne t'en souviens pas » Son mensonge était si éhonté qu'il confirmait sa culpabilité et sa tentative de le faire passer pour sénile. « Nicolas, il faut qu'on se voie pour mettre ça au clair, » dit Stéphane, utilisant l'arrogance de son adversaire contre lui. « Excellente idée. » « Où » ? « Au bureau, dans 1 heure. » En raccrochant, Manon l'interrogea du regard. « Tu ne vas pas y aller » ? « Bien sûr que non, » sourit Stéphane. « Mais je veux qu'il le croie. Ça nous laissera le champ libre pour rejoindre l'hôtel. » Jean-Luc arriva avec 3 voitures et une équipe de 6 hommes. On prendra 3 itinéraires différents. Si une voiture est interceptée, les autres continuent. Avant de partir, Chloé serra Stéphane dans ses bras. « Je suis fier de vous. Vous faites le bon choix, même si c'est dangereux. Je suis fier de nous, corrigea Théil. On n'y serait jamais arrivé seul. Le trajet fut une épreuve de nerfs, mais ils arrivèrent sans encombre. L'hôtel était déjà assiégé par les médias. Manon avait réussi un coup de maître. « Comment as-tu pu mobiliser autant de monde si vite » s'étonna Stéphane. « Quand tu as des preuves de corruption au plus haut niveau, les vrais journalistes répondent toujours présents, expliqua-t-elle. Chloé observait la foule de caméras. « C'est impressionnant. »« C'est notre protection, » dit Manon. « Plus les gens sauront, moins ils oseront nous toucher. » Stéphane regarda sa montre. Plus que 15 minutes. Un SMS de Nicolas, où es-tu ? Je t'attends au bureau. Arrête de jouer. Il est piégé, murmura Chloé. C'est bon signe. Allons-y, dit Manon. Il est temps de raconter la vérité au monde entier. En entrant dans l'auditorium bondé, Stéphane sut qu'il n'y avait plus de retour possible. Leur vie allait changer à jamais. Étaient-ils prêts à affronter les conséquences de leur acte ? L'auditorium du grand hôtel d'Amboise vibrait d'une attente fébrile. Les caméras étaient braquées sur la scène où Stéphane, Manon et Chloé prirent place derrière une table jonchée de preuves. Manon s'avança vers le micro, sa dignité intacte malgré l'épreuve. « Je m'appelle Manon Leroy, journaliste d'investigation. J'ai enquêté pendant 6 mois sur un réseau de corruption qui a gangrené notre ville. Une enquête qui a failli me coûter la vie et mettre en danger celle de ma fille. » Chloé, à côté de Stéphane, observait l'assemblée. À 7 ans, elle mesurait la portée historique de cet instant. Sa mère ne faisait pas que dénoncer des criminels, elle rendait leur voix aux enfants réduits au silence. Les preuves que nous présentons aujourd'hui, poursuivit Manon, dévoilent un système d'exploitation abjecte, dissimulé derrière des œuvres de charité, financées par des millions d'euros détournés et protégées par des autorités corrompues. Stéphane se leva, le poids de 15 ans de trahison sur les épaules. Nicolas Lefebvre, mon associé, l'homme que je considérais comme un frère, a non seulement pillé mon entreprise, mais a utilisé cet argent pour financer des crimes contre des innocents. À cet instant, les portes de l'auditorium s'ouvrirent avec fracas. Nicolas, flanqué de ses avocats et de quelques hommes de main, fit irruption, le visage déformé par la rage. « C'est une mascarade » hurla-t-il en fonçant vers la scène. « Stéphane Dubois tente de me faire porter le chapeau pour couvrir ses propres turpitudes. » Un silence glacial s'abattit. Toutes les caméras se tournèrent vers lui. Chloé s'approcha du micro, d'un calme olympien. « Monsieur Lefebvre », sa voix claire et pure résonna dans la salle. « Vous souvenez-vous d'avoir dit au téléphone qu'il fallait résoudre de manière permanente le problème de la fillette et de la journaliste ?» Nicolas devint livide. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Chloé appuya sur un bouton. La voix de Nicolas emplit la salle, sans équivoque. « La petite en sait trop, et la journaliste aussi. Il faut régler ça définitivement avant qu'elle ne fasse tout capoter. » L'effet fut cataclysmique. Nicolas voulut se jeter sur l'enregistreur,
mais l'équipe de Jean-Luc l'intercepta. Les journalistes se déchaînèrent. « Vous ne comprenez pas !» cria Nicolas, acculé. « J'ai bâti un empire. J'ai créé de la richesse. Cet argent aurait été perdu de toute façon. » Manon reprit la parole. Nicolas Lefebvre vient d'avouer publiquement. Il ne nie pas les faits, il tente de les justifier. Stéphane le regarda, un mélange de pitié et de soulagement. La vérité éclatait enfin, au prix d'une amitié brisée. « Nicolas, dit-il calmement. Tu n'as pas seulement trahi ma confiance. Tu as trahi tous les enfants que ton argent a brisés. » Chloé se leva et s'avança, fixant Nicolas droit dans les yeux. « Vous avez fait du mal à des gens sans défense. Mais maintenant, tout le monde sait la vérité. Et la vérité gagne toujours. » La simplicité et la force de ces mots, prononcés par une enfant de 7 ans, laissèrent l'auditoire sans voix. Nicolas, comprenant sa défaite, tenta une dernière menace. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Mes amis sont puissants. » C'est alors que les portes s'ouvrirent à nouveau. Un groupe de gendarmes nationaux, mené par l'inspecteur principal Bertrand, entra dans la salle. « Nicolas Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs, corruption, blanchiment d'argent et complot contre des mineurs. » Tandis qu'on lui passait les menottes, Chloé se jeta dans les bras de Stéphane. « On a réussi, murmura-t-elle. On a sauvé maman, et on a arrêté les méchants. » Stéphane la serra fort, réalisant que cet enfant ne l'avait pas seulement entraîné dans cette aventure, elle l'avait sauvé de lui-même, de sa solitude glacée. La vérité avait triomphé, mais les blessures mettraient du temps à cicatriser. 3 semaines plus tard, la maison de campagne de Stéphane, autrefois un mausolée de silence, vibrait des rires et des projets de Manon et Chloé. La transformation n'était pas que matérielle, elle était au plus profond de l'âme de cet homme qui redécouvrait le sens du mot « famille ». Chloé compilait les articles de presse relatant les suites de l'affaire, des dizaines d'arrestations, du simple exécutant aux plus hautes sphères du pouvoir. « Regardez !» dit-elle en brandissant un journal. 23 enfants ont été libérés des faux orphelinats. Ils sont en sécurité maintenant. Manon, qui reprenait des forces, sourit avec fierté. « C'est grâce à toi, ma chérie. Ton courage a changé la vie de tous ces enfants. » Stéphane arriva avec des documents. Et ce n'est pas fini. Les avocats ont confirmé que l'argent détourné par Nicolas sera intégralement reversé à un fonds d'aide à l'enfance. Du mal est sorti quelque chose de bien, conclut Chloé avec sa sagesse déconcertante. Les semaines suivantes furent consacrées à la reconstruction. Stéphane, grâce à une transparence totale, regagna la confiance de ses clients et employés. « Jean-Luc m'a dit que vous réorganisiez tout, » commenta Manon. « Oui, » expliqua Stéphane. « Plus jamais une seule personne n'aura un contrôle absolu. Chloé m'a appris l'importance de l'observation et de la vigilance. » Chloé leva les yeux. « J'ai appris ça, moi ?»« Ça, et bien d'autres choses, » dit Stéphane en s'asseyant près d'elle. « Tu m'as appris que le vrai courage, c'est d'agir malgré la peur. Et vous m'avez appris qu'on peut faire confiance à certains adultes, » répondit-elle en le serrant dans ses bras. Manon les regardait, émue. « Je pense à l'avenir. Je veux reprendre mon métier, mais je veux avant tout offrir une vie stable à Chloé. » « Elle l'a, » dit Stéphane. « Vous l'avez. Cette maison est la vôtre, aussi longtemps que vous le voudrez. » Chloé eut une idée lumineuse. « On pourrait faire équipe. Maman enquête, moi j'observe, et vous, vous financez les bonnes causes avec votre entreprise. » L'idée était si simple et si évidente qu'ils en rirent. Une enfant de 7 ans venait de créer leur nouvelle feuille de route. « En fait, » dit Manon, « un groupe de journalistes m'a proposé de créer une agence d'investigation dédiée aux crimes contre les enfants. Et je pourrais la financer via une fondation, » enchaîna Stéphane, enthousiaste. « Créer quelque chose de pérenne, qui protégera les enfants bien après nous. » Chloé applaudit. « On va aider d'autres enfants. » « Exactement, » dit Manon. « Notre épreuve aura servi à quelque chose de plus grand. » Stéphane regarda la pièce, les cicatrices du passé et les promesses de l'avenir. Sa vie avait été bouleversée par une enfant perdue sous la pluie. « Avant Chloé, » dit-il, « je croyais que la sécurité, c'était le contrôle. J'ai compris que la vraie sécurité, c'est d'avoir des gens sur qui compter. Et de savoir que même dans le pire,
il y a toujours des gens bien prêts à aider, compléta Chloé. Les blessures étaient là, mais elles guérissaient, soignées par l'amour, la confiance et un but commun. Cette semaine après la rencontre qui avait changé leur destin, Stéphane arpentait à nouveau les rues du quartier d'affaires. Mais il n'était plus seul. Chloé tenait sa main droite, Manon sa gauche. Il se rendait à l'inauguration du centre de protection de l'enfance Chloé Dubois, premier projet de leur fondation. Le centre était situé à 2 rues de l'endroit exact où Chloé l'avait abordé. Un symbole délibéré de renaissance. J'ai le trac, avoua Chloé dans sa jolie robe bleue. Et si les autres enfants ne m'aiment pas? Impossible, la rassura Stéphane. Tu as le don de mettre les gens en confiance. Et puis, ajouta Manon, tu es notre ambassadrice. Ton histoire leur donnera de l'espoir. Une foule immense les attendait. Journalistes, officiels, familles, et surtout, des dizaines d'enfants. Jean-Luc, désormais chef de la sécurité de la fondation, les accueillit. Les médias veulent vous parler. Chloé se porta volontaire. Je veux dire aux autres enfants qu'il ne faut jamais perdre espoir. Face aux caméras, elle parla avec une simplicité touchante. Quand je courais sous la pluie, j'avais très peur. Mais j'ai appris que demander de l'aide, ce n'est pas être faible, c'est être intelligent. Et qu'il y a des gens bien partout, prêts à vous aider. Interrogé à son tour, Stéphane confia, j'ai découvert que le vrai succès, ce n'est pas ce qu'on amasse, mais le bien qu'on accomplit. Chloé m'a appris que la meilleure protection, ce ne sont pas les murs, c'est un cœur ouvert. Manon présenta son projet de réseau national de journalistes spécialisés. Nous serons la voix de ceux qu'on n'entend pas. Au moment de couper le ruban, Chloé insista, tous ensemble. C'est ce que font les familles. Le centre était un havre de paix et de couleurs. Des salles de jeu, une bibliothèque, des espaces d'écoute. Sur un mur, baptisé « le mur du courage », des enfants sauvés des griffes du réseau avaient accroché leurs dessins. Des témoignages poignants de résilience. Plus tard, dans le jardin du centre, tandis que Chloé jouait avec d'autres enfants, Manon demanda à Stéphane, vous imaginez le nombre de vies que cet endroit va changer? J'en ai une petite idée, répondit-il. Mais tout a commencé par une petite fille qui n'a pas renoncé. Chloé accourut, un dessin à la main. 3 personnages se tenaient la main sous un arc-en-ciel. C'est nous, dit-elle. Une famille qui s'est trouvée au moment où elle en avait le plus besoin. Le dessin fut encadré et accroché à l'entrée, un message d'espoir pour tous les nouveaux arrivants. En rentrant, en fin de journée, ils repassèrent par le lieu de leur rencontre. Une pluie fine se mit à tomber. Mais cette fois, elle n'était pas menaçante, elle était douce et porteuse de gratitude. Chloé s'arrêta à l'endroit précis. Merci, murmura-t-elle à la pluie. De m'avoir appris que les pires tempêtes peuvent mener aux plus belles éclaircies. Stéphane et Manon la prirent dans leurs bras, un cercle d'amour et de protection. Ils avaient appris que la famille n'est pas une question de sang, mais de choix, de courage et d'amour. La pluie continuait de tomber, symbole de renouveau, et promesse de miracles à venir.